Salut, je m'appelle Nicolas Petizoff. Je suis auteur et interprète pour la 114 Compagnie. On coporte le projet de la compagnie avec Denis Mallard, mon ami de toujours et mon complice dans ce travail. Dans le cadre de l'atelier théâtre et numérique de l'air libre, nous avons eu l'occasion de rencontrer Nicolas Petizoff. Je suis reine depuis 2008 et en fait, mon premier partenariat professionnel en tant que porteur de projet en solo, c'est-à-dire pas dans une autre compagnie que la mienne, a été ici, à Saint-Jacques-de-la-Lande, à l'air libre. Et donc c'est Émilie Audrin qui, la première, m'a donné sa confiance pour monter cette trilogie qui a commencé par Parpaing et puis par le deuxième projet dont on va parler. Et donc le troisième projet à venir dont on rêve la création en 2027. Votre premier spectacle Parpaing a fait un carton, ainsi que le second. Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire? Qu'avez-vous d'autre à nous dire pour éventuellement un troisième spectacle? C'est un grand projet qu'on a mis en place avec la 114 Compagnie qui s'appelle la Trilogie des Monstres, qui a été effectivement inaugurée par Parpaing en 2019. La création, c'était en novembre 2019. Et le deuxième opus était Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire, là, qui a été créé à Mythos en avril 2023. Le troisième opus, ça sera un spectacle sur la colère. Il n'a pas encore de titre, il a une forme qui se dessine, c'est-à-dire que moi je suis un garçon assez dogmatique et en fait pour chaque projet il y a effectivement un texte dont je suis l'auteur, une couleur et une musique. Pour Parpaing, la couleur c'était le rose, parce qu'elle faisait référence à un des métiers de mon père qui a bossé chez Madrange et j'ai bouffé beaucoup de jambon. Donc c'était, mais parce que c'est une réminiscence de cette vie-là en fait, de cette vie d'ouvrier en fait. Pour moi, c'est ça que ça représente. Et le morceau, c'était Smell Like Teen Spirit. C'est un morceau qui m'aidait à me construire, un morceau des années 90 qui me poursuit encore. Ensuite, sur comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire, la couleur c'était orange. Dans ce titre, le P de pour est majuscule et le D de dire est majuscule, puisqu'il est question d'orientation sexuelle et il est question de revendication et de ce qu'on appelle le détournement, le retournement du stigmate. C'est-à-dire comment est-ce que tu utilises tout ce qui a été violent, tout ce qu'on t'a renvoyé comme violence, comment tu le digères et comment tu t'en sers pour te construire. Et donc la couleur orange, pour moi, ça fait référence à l'intérieur des Bombers, qui sont d'ailleurs la scénographie principale du spectacle, parce que dans les années 80, c'est Jimmy Somerville qui a commencé à populariser ce vêtement en disant qu'il s'habillait comme les skinheads, en fait, comme ses agresseurs. Donc il a commencé à foutre les jeans retroussés, les docks, enfin vraiment s'habiller en skinhead pour renvoyer cette image de la violence qu'il avait subie. Et le morceau de ce spectacle est donc Small Town Boy, que nous on a transformé en faisant faire une reprise par un groupe qui s'appelle Albertville, qu'on a appelé Small Town Girl. Le troisième volet, pour rester dans ce dogme, la couleur ça sera le rouge, parce qu'il sera question de sang, beaucoup. Ça va avec la colère, en fait ça va se passer dans les vestiaires d'un dojo de boxe, boxe française, puisque c'est celle-là que je connais. L'idée, à la fin, on va essayer, alors c'est vraiment le concept, hein, rien n'est écrit, mais on va essayer d'éveiller la monstruosité de chacun et chacune des spectatrices en leur demandant de voter. C'est-à-dire que dans le vestiaire, ils vont assister à des engueulades où chacun va défendre qui sa colère contre le racisme, qui sa colère contre l'homophobie, contre la dégradation du climat, etc. Et à la fin, on va demander au public de voter. C'est-à-dire que c'est le public qui aura la responsabilité monstrueuse de nous dire qui va foutre sur la gueule à qui. Donc on sera 5 ou 6 au plateau et donc le processus ça va être un petit peu ça va être aller chercher cette déraison en fait, d'essayer de faire monter la sauce pour qu'il y ait un truc déraisonnable qui arrive, c'est-à-dire qu'on va quand même réussir à la fin par voter pour voir des gens se battre. Et la chanson, alors quand on enlève le refrain, le texte est magnifique et quand on remet le refrain tout le monde la connaît, c'est En rouge et noir de Jeanne Masse. Donc une chanson des années 80 qui est apparue au moment des manifs Touche pas à mon pote. Et en fait, en rouge et noir, c'est le drapeau de la CNT. Donc c'est une ode à l'anarchie. Vraiment, c'est un texte qui dit ça, qui dit tout son regret à avoir été trop sage. Voilà ce que je peux dire. Après, pour l'instant, rien n'est encore écrit. Il y a des balbutiements, il y a des brouillons, mais ça se cherche encore. Dans vos spectacles, vous vous mettez à nu pour parler de votre histoire personnelle. Est-ce que ça a été difficile de le dire au public pour la première fois? Non. Non. Ça n'a jamais été difficile de le dire, ni pour Parpaing, ni pour celui-là. Ça a été difficile à écrire, à chaque fois,
parce que c'est compliqué d'essayer de trouver le point d'analyse raisonnée de sa propre histoire, de trouver le mot juste pour les bonnes sensations, les bons ressentis. C'est difficile sur des sujets clivants et militants d'avoir une écriture qui cherche à rassembler et pas à diviser. Donc ça a été difficile à écrire. Les deux projets, ça m'a pris quelques nuits d'insomnie. Mais après à dire non, parce que j'ai eu l'impression qu'une fois que ça a été mis sur le papier, relu plein de fois, édité, je suis en accord avec ce qui est raconté, avec la façon surtout dont c'est raconté. Donc non, à dire non, ça n'a jamais été compliqué. Et puis, c'est assez marrant, mais moi, j'ai pas l'impression de faire une psychanalyse de plateau, en fait. Donc, j'ai pas l'impression de me mettre à nu. J'ai l'impression de faire un travail d'interprétation sur un texte écrit qui a une certaine poésie. Je me lance 2-3 petites fleurs. En tous les cas, c'est pas un écrit tellement parlé. Pas toujours. Il y a parfois des formulations qui nous ramènent à des pensées, qui nous laissent un peu plus divaguer, qui nous laissent aller dans une espèce de musicalité des mots, parce que ça, c'est important pour moi, le rythme dans le phrasé. Tu sais de quoi je parle, toi qui fais du slam. Donc, du coup, non. À dire, c'est pas compliqué, parce que pour moi, c'est juste du travail d'acteur. Mais En c'est tout cas, pas vous dur. nous avez beaucoup émus. Avez-vous ressenti l'émotion du public? Oui. Non. Oui, bien sûr. Non seulement on la ressent, mais en plus on donne l'autorisation. Par exemple, là, ce deuxième spectacle, c'est un spectacle dans lequel on n'éteint pas la lumière de la salle. Donc c'est un spectacle où on se voit tous vraiment yeux dans les yeux. Il n'y a pas de quatrième mur. On est au théâtre, mais dans une forme de partage un peu hybride. Donc oui, bien sûr qu'on voit l'émotion, mais j'ai aussi vu des regards gênés sur certaines intimités dévoilées. Notamment, il y avait une personne le soir de la deuxième assis à côté de la comédienne qui joue le personnage de Les, qui est Leslie Bernard, qui était très gênée sur l'action aux vérités et l'histoire du viol en fait dans les toilettes du préau du collège. Parce qu'après, on ne sait pas ce que les gens ont vécu. Donc oui, on voit l'émotion, on voit la gêne, on voit parfois qu'il y a des gens qui sont au bord d'avoir envie de se barrer, mais en tous les cas, c'est la règle du jeu qu'on propose et c'est aussi la liberté qu'on propose. C'est-à-dire que je suis très OK avec l'idée que des gens soient ravis, touchés, d'accord. Et je suis aussi très OK avec l'idée que des gens soient en complet désaccord avec ce qui est en train de se dire. J'espère que quand ça arrivera, c'est pas encore arrivé, ces gens-là prendront la liberté de le dire pour que ce à quoi sert le théâtre, c'est-à-dire être un art populaire au service du débat, puisse retrouver ses lettres de noblesse, quoi. Que diriez-vous à des personnes pour qu'elles aiment venir au théâtre? D'avoir des bons profs. Moi, c'est mon parcours, en fait. Moi, c'est ma prof de latin au collège qui m'a amené au théâtre pour la première fois. Je viens d'un milieu vraiment pas du tout acquis à la culture. Ça allait pas du tout être mon univers. Je suis le fameux mot à la mode. Je suis un transfuge de classe, il paraît. Ouais, il paraît que je suis ça, parce que je viens des vaches et j'arrive sur les plateaux de théâtre. Qu'est-ce que je dirais? J'en sais rien. Si, alors moi, ce que je dis souvent, parce que quand je suis en atelier et que je fais face à des jeunes gens qui savent à peine ce que c'est le théâtre, qui se sentent pas invités, et pour cause, parce que c'est devenu un art bourgeois, ce que je leur dis, c'est que quand ils se baladent dans la rue, par exemple, qui sont en centre-ville, qui font du shopping et qu'elles font du shopping, quand ils et elles ont envie de pisser, au lieu d'aller s'acheter un café dans un bar, eh ben, ils peuvent pousser la porte d'un théâtre parce qu'il y a des toilettes publiques dans les théâtres et que les théâtres sont nos maisons, ce sont nos impôts qui les font marcher. Et donc nos théâtres sont plus que n'importe quel lieu public, nos maisons en fait. Donc on a le droit d'y être. Moi, quand j'ai compris ça, j'y allais pour faire mes devoirs, par exemple. Parce que je trouvais les halls de théâtre hyper inspirants. J'allais m'asseoir dans les fauteuils des halls de théâtre pour lire des livres. Mais par contre, il a fallu qu'on m'y invite. Si personne m'avait dit que c'était chez moi, j'y serais jamais allé. Que pensez-vous du festival Mythos? Bon, c'est trop cool. Non, je pense que c'est un festival hyper rassembleur. Émilie avait répondu à une interview avec cet atelier, je crois. Ce qu'elle disait sur son envie de rassembler, c'est-à-dire de mêler à la fois théâtre, musique, des plus petites formes, des plus grandes formes, des formes amateurs, des formes professionnelles, de multiplier les lieux, les espaces. Je trouve que c'est assez réussi. Par exemple, là, moi, j'ai fait la teuf à Mythos. Je ne le fais pas souvent parce que souvent je suis là pour travailler et que le matin, il y a du boulot, il y a des rendez-vous, il faut être en forme. Et puis là, comme on a joué 2 fois, le deuxième soir, je me suis autorisé à aller faire un peu la teuf. Et j'étais ravi de rencontrer toute une population, tout un public que je n'avais jamais vu ailleurs. D'ailleurs, j'ai changé mes habitudes de bar depuis. Maintenant, je vais au Paradis Perdu.
Non, mais c'était chouette de voir vraiment une population très différente. Une population, par exemple, vu que j'étais là plutôt tard le soir, c'était un public plutôt techno, plutôt électro, une population très métissée, queer, en majorité. Et moi, j'ai pas souvent vécu ça, une majorité queer, j'ai souvent été la minorité. Et j'ai trouvé ça très très beau. Donc moi, je dirais que c'est vraiment, sans blague, je trouve que Mythos, c'est cool. Après, de qui dira les subventions de je sais pas quoi, ben, ça va. Au bout d'un moment, faut regarder aussi derrière soi, un tout petit peu. Et si on regarde simplement le plaisir que ce festival procure aux gens qui y sont, la réponse est l'artistique en fait. Comment tu as été amenée à aller vers le théâtre ? Ça, c'est une question que j'aime bien parce que la réponse, elle est vraiment con. En fait, je ne savais pas ce que c'était, moi, le théâtre, du tout. Lire, je savais à peine ce que c'était. Mon père était quasiment illettré, ma mère était comptable à la SNCF. Mais par contre, je regardais beaucoup la télé et je regardais beaucoup les Chevaliers du Zodiaque au Club Dorothée à l'époque. Et donc, j'étais féru de mythologie grecque. Et on nous proposait le mercredi en fin d'après-midi un cours de grec par la seule prof de Limoges qui faisait grec. Donc il a fallu que j'occupe mon temps entre le self et le cours de grec. Et il y avait un club théâtre. J'y suis allé parce qu'une copine à moi y allait. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai détesté ça au début parce que je suis tombé sur un prof qui m'a vite cerné, qui a bien mesuré mon orgueil en fait, et qui a commencé à me titiller, à me dire que je parlais pas assez fort, à me dire que je comprends pas ce que tu essayes de faire et tout. Donc j'y suis revenu chaque semaine juste pour lui prouver que j'étais capable de faire exactement ce qu'il pensait que j'étais pas capable de faire. Et voilà, il m'a bien eu quoi, parce que depuis j'ai pas arrêté. J'ai pas su tout de suite que je voulais en faire mon métier. J'ai su par contre très vite que ça allait être un média important dans mon parcours. Et puis j'ai fait une option théâtre. En parallèle, j'ai fait un conservatoire de théâtre. Et après mon bac, je suis rentré dans une école de théâtre et j'en suis sorti il y a maintenant 25 ans. Comment ta famille t'a soutenu dans ton projet ? Déjà, la première étape a été Parpaing. Parce que ça, c'était vraiment pas évident de parler de l'alcoolisme de mon père, de parler de la fragilité émotionnelle de ma mère, de parler de ma propre violence d'adolescent, parce que j'ai pas du tout été un ange, de parler de tous les vertiges, de tous les chaos, mon père qui a fait une tentative de suicide loupée, qui est mort d'un cancer après, enfin, tout ça. Ça a été délicat dans le sens où il était hors de question que tout ce que je raconte ne soit pas validé et consenti par les personnes dont je parlais, puisque, on ne le répétera jamais assez, le consentement, c'est essentiel, c'est beaucoup plus qu'important. Il a fallu, moi, que je fasse lire d'abord mes écrits à ma famille d'adoption et biologique pour que tout le monde valide ce qui était dit dedans, puisque c'est du théâtre, certes, très autobiographique, mais pour que ça serve une question plus grande, il y a aussi, en fait, moi j'appelle ça de l'autofiction. C'est-à-dire qu'il y a 98% de très vrai et 2% d'arrangement pour que ça raconte une histoire, en fait. Et pour que ça atteigne le cœur et pour que ça atteigne le cerveau. Donc il fallait que tout soit validé. Et tout l'a été. Et notamment, dans Parpaing, je commençais, puisque ma tricherie, en fait, dans la trilogie, c'est un peu ça, c'est que chaque projet annonce à un moment ou dans une question le projet d'après. Donc dans Parpaing, je commençais à dire ces histoires d'orientation sexuelle qui avaient pour moi été un moment fort de ma construction, des décisions à prendre et des choix politiques que j'ai pris par la suite. Quand j'ai dit à ma mère que j'étais homo, je me suis fait rejeter, en fait, pour la deuxième fois de ma vie. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont eu peur pour moi. Ils ont eu peur pour eux, du regard des autres dans le village. Donc voilà, donc on m'a dit qu'on voulait plus me voir. J'ai entendu cette phrase, on aurait dû en choisir un autre à la pouponnière. Tout ça est très digéré, tout va bien. Mais en tous les cas, j'avais peur qu'elle invalide ses propres propos et je l'aurais compris. Et en fait, elle m'a dit, Nico, c'est super. Tu dépeins un portrait de moi pas toujours super sympa, mais elle dit par contre ce que je trouve beau c'est qu'à la fin tu dis que ça va bien. Donc si tu peux autoriser des gens à revenir sur leurs pensées ou à se déconstruire ou à leur dire c'est pas grave en fait, ça va aller, s'il y a de l'amour ça ira bien, t'as le droit de te planter, t'as le droit d'avoir été con une fois, il n'y a pas de souci. Et ben elle dit si ça sert à ça, vas-y. Donc c'était très validé pour le coup. Et donc la deuxième écriture est arrivée. Là, j'avais pas besoin tellement de la validation de la famille, mais j'ai eu très besoin éthiquement de la validation des femmes et des femmes lesbiennes parce que éthiquement, j'étais un tout petit peu dérangé de me dire que j'étais un homme qui allait écrire un discours féministe dans la bouche d'une femme lesbienne.
Ça me gênait, je me sentais pas pour le coup légitime. Et donc j'ai eu besoin vraiment d'avoir l'aval, d'être en conseil, d'être en aller-retour de lecture avec des femmes concernées. Moi, ma pensée, elle est celle-là, c'est que je ne peux pas être féministe parce que je suis un homme. Par contre, je peux être accompagnant, porteur, aidant, me battre pour cette bienveillance absolue et cette liberté normale, mais je ne peux pas être la cause puisque j'en suis pas le sujet en fait. Donc voilà, donc pour moi, ça a été important d'être validé à l'endroit de l'écriture par les personnes concernées. Eh bien, comme vous, j'ai eu le plaisir de participer au Festival Mythos en tant que spectatrice et actrice dans le spectacle de Beginning. J'ai adoré. Donc, je voudrais remercier au nom de l'équipe de l'atelier numérique de l'art libre et des artistes, les organisateurs et les bénévoles du Festival Mythos, de nous avoir offert une semaine de folie avec tous ces spectacles et ces concerts donnés par des artistes de talent. Si vous n'avez pas pu en profiter, ne vous inquiétez pas, il reviendra l'année prochaine. De la part de l'atelier numérique du Théâtre de l'Air Libre, merci Nicolas et merci à tous. Merci à vous, c'est cool. Rouge et noir, j'excilerai ma peur.